Le Bénin, donc, nous évoquions l'interpellation par la convocation par la criette d'un candidat, enfin d'un acteur politique proche de Rekia Madougou et du Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates, c'est le parti de l'ancien président, le docteur Thomas Boniaï, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a invité Bio Draman Tidjane à se rendre impérativement à son cabinet, donc lundi 22 février à 10h précises. Il a été écouté très tard dans la soirée et puis on apprend donc qu'il est gardé à vue. Ça veut dire qu'il y a des indices dont la criette dispose et qui pourraient laisser penser que celui-ci soit impliqué dans une tentative de déstabilisation du processus électoral. C'est un peu perplexe dans la mesure où lorsque nous comparons avant la venue de Patrice Talon, nous avons vu réellement qu'il y avait donc des sujets qui sont portés au niveau des juridictions traditionnelles, mais il y a eu des gens qui ont été acquittés compte tenu du fait qu'ils ont été entendus, et il y a eu des motifs qui ne plaident pas en faveur de ce pourquoi on les accuse. Mais on a vu depuis lors que la criette est née, il est difficile de pouvoir donc dissocier un certain nombre de sujets qui sont portés à ces juridictions-là et que vous soyez acquittés. Ici, nous parlons des questions politiques. D'abord, lorsqu'on prend les prérogatives de cette criette-là, je me pose la question de savoir, est-ce que nous parlons des crimes économiques, est-ce que nous parlons du terrorisme, etc. Mais également, il ne faut pas aussi dédouaner ici les démocrates en tant que tels. Parce que lorsqu'on est démocrate, j'estime qu'on ne tient pas cette rhétorique guerrière-là, qu'on tient. Tantôt, il y a tout à l'heure, lui qui le disait, lorsque vous prenez un peu une démocrate qui dit, voilà, le Bénin est désormais une tombe auquel nous sommes tous appelés à rentrer. Lorsqu'on est démocrate, c'est un constat. Lorsqu'on est démocrate, je pense que cette rhétorique guerrière-là, quel que soit le constat, n'est pas la bienvenue. Donc, voyez-vous, lorsque vous prononcez ces entretiens, je pense que vous-même vous prêtez déjà le flanc et que si réellement la criette dispose réellement des outils qu'il faut pour faire des enquêtes, et ces enquêtes-là révèlent naturellement, parce que lorsque vous les entendez, vous comprenez directement que des gens qui veulent réellement perturber ces élections-là. Et c'est en ce sens-là, lorsque vous perturbez les élections, qui sont des droits acquis aux populations parce que vous ne participez pas, je pense que c'est un crime naturellement. Il faudrait réellement que cela soit conçu comme tel et que les gens soient poursuivis. Parce que lorsque nous avons parlé tout à l'heure du Niger, etc. C'est justement le fait qu'on n'arrive véritablement pas à avoir confiance à ces institutions-là, à avoir confiance aux tests que nous-mêmes nous sommes donnés, qu'on arrive quand même à ces débordements-là. Donc il faudrait réellement qu'on puisse donc anticiper, réellement montrer le bon chemin pour que dorénavant, qu'on participe aux élections ou pas, ce n'est pas la fin du monde. On ne va pas vouloir, parce que je ne participe pas aux élections, il faudrait donc les perturber, arriver donc aux morts d'hommes, etc. Quelque part, ça voudrait dire que des gens font avancer. Jusque-là, c'est la criette qui avance. Non, sur des motivations. Oui, sur des motivations, parce que d'abord, il a les prérogatives. Je ne pense jamais l'évoquer. La criette ne met rien sur la table pour qu'on apprécie aujourd'hui. Mais non, justement, parce que... Non, on est d'accord, dans un premier temps, on n'avait pas des motivations qui permettaient donc d'interpeller ce personnage. Donc, attendons de voir réellement ce pourquoi, puisqu'il y aura forcément, puisque la criette, lorsqu'il vous condamne ou carrément il voit des motifs, je pense qu'il fait des sorties publiques en montant des éléments qui vont à l'encontre de pourquoi on vous a donc assigné, etc. Donc, attendons de voir que de pouvoir anticiper en dédouanant ces gens-là. À partir du moment, moi j'insiste, à partir du moment les gens ont eu quand même à mettre des rhétoriques guerrières, il va de soi qu'on puisse réellement donc émettre des gens à leur trousse pour réellement voir qu'est-ce qui les oblige donc à pouvoir donc avancer telle ou telle chose. Qu'on puisse réellement donc arriver à des états de droit dignes de ce nom et que les démocrates puissent aussi s'exprimer en tant que démocrates et ne pas aller à l'encontre de la démocratie qui veut réellement donc faire prévaloir. Est-ce qu'on peut exclure que la criette, c'est, je l'ai posé, c'était la première question, c'est cette cour pro-talon qui est utilisée aujourd'hui pour écarter tout adversaire gênant? Oui, ça, on peut aujourd'hui attribuer tous les adjectifs qu'on veut à cette cour. Mais je pense que, comme Adams l'a dit, il y a l'opposition aujourd'hui qui pète de flanc à ce qui est en train de passer. On vous dit, avant de participer aux élections, il faut obtenir un certain nombre de parrainages. Vous ne l'avez pas. C'est ce que disent les tests de la République béninoise. Maintenant, vous êtes là, vous criez dans le désert, vous criez à l'injustice, à la dictature.
avec tout ce que vous voulez. Maintenant, vous voulez... Sans vouloir se conformer aux tests. Justement, donc d'abord, vous constituez d'ailleurs une menace pour le processus. Ça, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Et donc, l'organisateur, ou bien celui qui... Tout le monde sait que dans une élection, le ton monte toujours. Hein. Ouais, les tons montent, mais il faut que de façon démocratique, de façon légale. Vous ne pouvez pas vous débarquer de nulle part juste parce qu'on est dans une élection et que vous voulez participer à une élection auquel vous ne remplissez pas les conditions. Et vous voulez peut-être perturber le processus. Je reprends le thème du procureur. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut reprocher à Talon, les institutions ou bien les institutions qu'il a à sa faveur ont le droit en fait aujourd'hui d'interpeller l'opposition, parce que comme on l'a dit, on ne peut pas continuer avec ça. Je l'ai dit tout à l'heure, la même chose s'est passée au lendemain ou bien avant les élections législatives. C'est un mauvais tableau qu'on est en train de dessiner là-bas au Bénin. Et on ne peut pas à chaque fois ou bien à l'orée de chaque élection assister à des manifestations, à des violences et tout. Non, mais on peut pas continuer comme ça. Talon, ce qu'il fait, on a toujours l'habitude de le dire, il veut assainir la scène politique togolaise, il veut amener les Béninois à respecter les tests auxquels eux ils se sont donnés. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Maintenant, ceux qui crient à la dictature, à l'injustice, je pense que c'est des gens qui sont complètement à côté de la plaque, parce qu'il leur faut justement un certain nombre de parrainages. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Les tests qui le disent ont été votés par le Parlement béninois. C'est pas Talon qui sort de son tiroir. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils doivent obtempérer et se conformer en fait à ce que dit la législature béninoise. Il y a un député de l'Union progressiste. On sait qu'au Parlement béninois aujourd'hui, il n'y a que deux blocs, le bloc républicain et l'Union progressiste. Je ne sais même pas pourquoi il y en a deux, parce qu'ils sont de la même obédience. Le député Soui qui était sorti lancer des accusations, en tout cas faire des révélations. Il a même avancé que pour obtenir le parrainage, Rekia Madougou lui aurait proposé une somme qui pourrait même déstabiliser un pays. On a l'impression que la Criette base ses accusations sur les sorties de ce député. Bon, je ne sais pas trop. Pour le moment, Rekia Madougou n'est pas encore interpellé par la Criette. Je pense que si les accusations, les déclarations de ce député-là avaient été prises au sérieux, probablement que la Criette aurait cherché à écouter Rekia, mais... Ce n'est pas peut-être l'envie qui manque. Hein? Oui, mais toujours ce qu'on observe, c'est quand même autour d'elle que se font les interpellations, donc dans le même camp, la démocrate. Est-ce que ça va arriver à elle? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas que... Je rappelle qu'elle a échappé de peu à une assignation à domicile. Oui, non, je ne pense pas. Non, je crois qu'il y a une situation sur laquelle il est important aussi qu'on revienne. C'est que les hommes politiques au Bénin traînent beaucoup de casseroles aussi derrière eux. Ce qui fait que très facilement, Talon peut utiliser la justice pour les mettre en difficulté. C'est ça la réalité. Si ce n'est pas sur des questions économiques, sur des questions, sur d'autres plans, ils ont parfois violé les lois ou parfois commis des actes qui fait que, à tout moment, sur la base de certains de ces actes-là, on peut les poursuivre. Donc ça a été le cas pour la plupart des gros morceaux qu'on attendait à cette présidentielle, et qui ont été progressivement éliminés par des actions judiciaires, par des crêtes même pour eux-mêmes, que certains ont dû s'exiler. On a vu aussi cet attentat-là aussi sur le fils Soglo, qui n'a pas laissé une bonne image donc, de ce pays-là. Mais plus généralement, je crois que Talon avait quand même de quoi pouvoir inquiéter la plupart de ses partisans et de ses adversaires, j'allais dire. Et donc, il a une image, il a une vision du pays
il veut assainir la scène politique béninoise. C'est vrai que il y a quelques années, à l'élection de Talon, je me suis retrouvé à Cotonou. Et je ne savais pas qu'il y avait plus d'une trentaine de candidats à l'élection. C'était 33 ou 36. Voilà, donc j'arrive à Cotonou, mais je vois des banderoles, des affiches. Je dis, mais je crois que c'était des législatives. Je dis, mais de Lomé, on n'avait aucune idée qu'il y avait autant de candidats. Je dis, mais c'est la pagaille. Ça dit, dans ce pays, n'importe qui peut être candidat. Et donc, la loi sur le parrainage, je crois que c'est une bonne chose. Le Sénégal l'a aussi inséré dans son arsenal il y a quelques temps. Et ça permet d'éviter les candidatures des plaisantins, de ceux-là qui ont envie d'enrichir leur CV avec un titre de candidat à la présidentielle. Mais ça a été un peu pernicieux à partir du moment où, finalement, les élus qui donnent ces parrainages-là sont issus des élections qui n'ont pas connu la participation d'une grande partie de l'opposition. Donc, c'est là où il y a eu ce revers-là aujourd'hui qui joue contre le poids lourd qui aurait pu essayer de contenir Talon au cours de cette élection-là. Mais sur le plan légal, je crois que ceux qui sont recalés n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes parce qu'ils n'auraient pas respecté les règles pour être candidats. Mais après, je crois que politiquement, on peut reprocher des choses à Talon. Mais en même temps, cette fois-ci, on assiste à des élections beaucoup moins touffues. Des élections, même si on peut regretter de vrais challengers, l'absence de vrais challengers. Mais ces deux blocs-là dont vous parlez au Parlement et un peu ce qui se dessine aujourd'hui, je crois que ça va être bien. Après Talon, peut-être ça va être bien pour le Bénin. D'accord, on va aller maintenant au dernier sujet. C'est le Togo. On va parler de la délivrance des titres fonciers désormais décentralisés au niveau des différentes régions du pays. Le gouvernement a décentralisé la fonction de conservateur de la propriété foncière. Ainsi, le traitement et la délivrance des titres fonciers se feront désormais dans les chefs-lieux des régions. Le ministre togolais de l'économie et des finances a déjà même nommé en ce sens 4 des 5 conservateurs régionaux. Il faut rappeler qu'en matière de foncière aujourd'hui, la loi a été complètement assouplie. Il est aujourd'hui très facile et très rapide d'obtenir un titre foncier. Louis Kamako, la décentralisation justement de la délivrance du titre foncier, c'est quelque chose d'important qui est à saluer. Oui, c'est à saluer parce que selon les arguments avancés par le gouvernement, il s'agit d'améliorer une administration du titre foncier et d'accélérer la délivrance et l'obtention du titre foncier. Aujourd'hui, on nous dit que pour l'obtention également du titre foncier, il suffit juste que la période en fait ne dépasse pas 6 mois. 6 mois, oui. Et donc ça entre également dans le cadre de l'alimentation du climat d'affaires. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a des commissaires qui sont nommés dans les 5 régions. Tout ça, c'est juste pour décentraliser parce que depuis lors, pour avoir le titre foncier, même si tu es à Saint-Cassé, tu es obligé de descendre jusqu'à Lomé. Je pense que c'est un acte à saluer. Maintenant, dans les pratiques, on attend que cela soit quelque chose qui soit transparent parce que l'obtention de titres fonciers aussi au Togo, c'est une autre paire de manches. Il y a beaucoup de titres fonciers qui sont tronqués. Je ne vous apprends rien. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a un conservateur régional. C'est également sous ses yeux que les opérations se feront. Donc, il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus. Il faut que les titres fonciers délivrés soient du vrai et qu'on mette du côté le faux. C'est plus une logique d'accélération du processus ou bien de sa fiabilité qu'on décentralise? Je crois que cette décentralisation
est plutôt une suite logique des mutations qu'on peut constater au niveau karma de l'administration et tout ce qui va avec. Vous savez, cette mutation est intervenue un peu après, disons, les réformes intervenues également au niveau de la justice. Et vous aurez dû le constater que lorsque nous prenons aujourd'hui au niveau même de la justice, les dossiers qui tiennent un peu la dragée haute sur ces questions-là, c'est la question foncière. Je pense qu'il faudrait réellement qu'on puisse donc en arriver là pour réellement permettre qu'après les jugements qui seront, je pense, un peu plus fiables et aller beaucoup plus rapidement, permettre réellement aux gens de pouvoir donc avoir cette titre foncier-là. Mais au-delà de ça également, vous allez constater que si d'aucuns ou la plupart des citoyens togolais n'ont pas ce titre foncier, surtout lorsque nous prenons le cas de ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays, c'est justement des fois pour des questions financières. Et ces questions financières tiennent compte de la lourdeur administrative, quoique cela a été un peu assoupli avec les réformes intervenues au niveau même de l'OTR et le service du cadastre. Ce n'est pas aussi, c'est du chemin aussi du combattant. Lorsque vous prenez des gens, c'est vrai qu'à part de mobiliser l'argent pour vraiment gagner tel ou tel procès au niveau de la justice, il faudrait également mobiliser des moyens pour arriver à Lomé se faire établir cette pièce d'identité, cette pièce qui est une denrée assez rare, qui permet réellement aussi de voir clair en ce qui concerne ces litiges-là. Donc je pense que c'est une mutation entière de l'administration qui est en train de s'opérer. Il y a d'autres également qui sont annoncés et qui sont en cours de finalisation et qui vont aussi intervenir. Donc je pense que lorsque nous voulons réellement donc avoir un pays assez calme, je pense qu'il faudrait réellement s'attaquer à des problèmes qui naissent, des problèmes qui surgissent, qui réaniment la plupart du temps dans des conflits. Et l'un de ces problèmes-là, c'est la question foncière. Je pense que cette mutation permettra réellement de faire un break sur ce genre de problèmes et éviter réellement d'autres problèmes qui peuvent survenir avec le temps. Alors, ça veut dire que c'est ce genre j'allais dire de décision, ce genre d'innovation qui va permettre aujourd'hui de régler des problèmes fonciers qu'on a au Togo. Oui, ça va aider à régler ces problèmes-là, déjà en rapprochant l'administration des administrés. On n'a plus à faire des centaines de kilomètres pour suivre déjà un dossier dont le cours est généralement long. C'est vrai qu'on a simplifié depuis quelque temps l'obtention d'un titre foncier, mais ça reste quand même plusieurs étapes sur plusieurs mois. Et aujourd'hui, en permettant à tous les propriétaires ou à tous les acquéreurs donc, de terrain à l'intérieur du pays, chacun dans sa région, de pouvoir faire ces formalités-là sur place, ça va désengorger un peu Lomé. Ça va être beaucoup plus rapide encore à Lomé parce qu'il y aura moins de dossiers à traiter. Et ça va faire de la proximité. Donc au niveau de l'intérieur, les gens seront plus proches du service où ils vont demander ce genre de documents. Ça va forcément donc avoir un impact sur la fluidité, sur la rapidité, donc quant à l'obtention donc du titre foncier. Espérons tout simplement que ce nouveau conservateurs régionaux donc, qui seront nommés prennent vite fonction et qu'ils aient les moyens, dès leur prise de fonction, de pouvoir travailler à offrir ce service-là. Il y a quelques années, on en a connu une forme de décentralisation aussi par rapport à la délivrance de la carte d'identité. Vous savez qu'avant, toutes les cartes se faisaient à Lomé. Après, ça s'est fait. Je crois que ça a été généralement une bonne chose. On parle aussi du permis de conduire aussi. Donc, je pense que il y a plusieurs choses qui sont en train de se faire dans l'optique de rendre plus performante l'administration togolaise et plus qualitative aussi. Qualitatif, j'allais dire, les services donc, qui sont rendus aux citoyens. Mais vous avez... donc on aura, j'allais dire, au niveau régional, des personnalités qui sont là pour ce genre d'actes. Est-ce que ça va garantir la célérité du traitement? Oui, je crois l'avoir dit tout à l'heure en plantant le décor qu'il y a
un conservateur régional qui est nommé. Donc c'est lui qui, en réalité, va contrôler tout, c'est lui qui va tout coordonner. Maintenant, je pense que si on l'a fait, il y aura également des mécanismes, il y aura une méthodologie pour pouvoir tout réguler, et tout contrôler. Il faut forcément qu'on en arrive là aujourd'hui parce que, on l'a dit, si aujourd'hui beaucoup de gens n'ont pas ce titre foncier là, c'est justement parce qu'il y a trop d'inquiries administratives autour de la chose. Le gouvernement, il a senti le coup. Et vous avez également posé la question tout à l'heure de savoir si ça va régler en fait les problèmes, en fait les litiges qu'on a souvent constatés ici au Togo. Je dirais que c'est une partie de la solution, parce qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, le problème de double vente demeure d'actualité au Togo. Et quand tu creuses, tu te rends compte que ceux qui sont derrière ces gens de faits, ce sont des gens en réalité qui nous régent, c'est des gens qui nous dirigent. Il y a eu tout récemment une assise nationale sur les litiges fonciers. Des recommandations ont été formulées, mais jusque-là, elles n'ont jamais été mises en pratique. Je pense que c'est le moment de tout ordonner, de tout collaborer pour que les litiges fonciers au Togo finissent, parce que peu importe ce qu'on dit, aujourd'hui ça constitue une bombe à retardement. Ça peut péter à tout moment et ça peut provoquer l'instabilité sociale. On ne souhaite pas en arriver là. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse maintenant les choses avec une certaine volonté et dans les règles de l'art. Dieu merci qu'au Conseil des ministres, le gouvernement a également demandé à ce que les titres fonciers ou bien le traitement et la demande des titres fonciers qui sont en attente depuis septembre soient élaborés et délivrés d'ici peu. Et ça va forcément constituer la phase expérimentale de ce décret-là. Et on va justement se baser sur cela pour voir si à l'avenir, ceux qui sont nommés seront à la hauteur de la tâche. D'accord. Voilà, on va aller un peu maintenant vers les notes. Il nous reste 5 minutes. J'avais voulu normalement ajouter, ou bien si vous permettez. Si ça reste dans le temps. 2 secondes. Oui, en fait, c'était pour dire que le chef de l'État l'a dit qu'il faut mettre l'homme au centre des réformes. Et ça voudrait dire quelque part que l'homme puisse bénéficier de tous les avantages qui vont avec ces réformes-là. Et parlant de ces avantages-là, il n'y a pas de raison qu'on puisse vraiment écarter ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui devaient donc débourser d'autres sommes d'argent pour faire le déplacement de Lomé. Donc, naturellement, cette décentralisation permettra réellement donc de pouvoir mettre ces gens-là, de profiter réellement des avantages qui vont avec. D'accord. Les notes à présent, c'est vendredi. Nous notons donc des faits, des personnalités qui ont marqué l'actualité au niveau de la semaine. C'est des notes qui varient de 0 à 10. C'est l'équivalent des cartons qu'on donne ailleurs. Et c'est avec Germain Pouli que nous allons commencer. Alors la personnalité, non, plutôt le pays, c'est le nôtre, le Togo. Donc, qui va prendre un carton vert avec une forte note de au moins 8 sur 10. Pour ce classement qui est tombé dans ce mois de février, que nous avons publié à notre une ce matin, donc le classement Women Business and Law de 2021, donc qui classe un peu les pays, 90 pays au monde à travers les lois mises en place pour faciliter l'entrepreneuriat des femmes et le leadership féminin. Et donc le Togo, qui est classé premier pays en Afrique de l'Ouest et 7e pays sur le plan africain, donc continental. Félicitations, on encourage les dirigeants à faire mieux, à mieux impliquer la femme dans le processus de développement. D'accord. Louis Kamako. Oui, moi je voudrais donner 5 sur 10 à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour son projet d'appui à l'extension de la société de la sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle. Et le projet qui vise à immatriculer environ 3,5 millions de travailleurs qui sont dans l'économie informelle. Je lui donne 5 parce qu'il y a la volonté de bien faire. 5 sur 10 parce qu'il y a encore des gens qui sont dans le formel, qui ne sont pas encore immatriculés. Il va falloir travailler sur ça avant de penser à ceux qui sont dans l'informel.
Alain Ageronou? Oui, j'ai aussi une note de 5 sur 10. Et là, je l'adresse, disons, carrément au gouvernement, hein, parce que si vous passez à côté du commissariat central, vous voyez l'Institut l'envol. Vous allez voir que l'espace actuellement est vendu carrément, puisque c'était piloté par l'Église évangélique, et qui abritait en vérité l'Institut médico-psychologique, qui consistait donc à abriter les enfants en situation de handicap. Et ces gens-là sont aujourd'hui logés au niveau de l'église presbytérienne Nikonakwe. Ils ont 1 an pour libérer les lieux. Leur centre qui se trouvait au niveau de Kégué est fermé. Donc je me dis, est-ce que ces gens-là sont en train d'être oubliés par les réformes engagées par le gouvernement actuellement? Puisqu'on a appris également que le centre au niveau du Kara est fermé. Donc ces gens-là, d'ici très peu, le centre de Lomé aussi va être fermé. Et ces gens-là vont se retrouver à Lomé. Or, ce sont des gens qui sont stigmatisés au sein de la population. C'est l'unique cadre d'émancipation qu'ils ont. Donc je pense que cette note-là, invitant donc le gouvernement à pouvoir réellement donc penser à ces gens-là, sinon nous arrivons donc en train de pouvoir donc les épargner de tout le développement, de tout le processus qui est en train d'être fait, et c'est dangereux. Merci beaucoup, Adam Ageronou. Merci, Germain Pouli, et merci à Louis Kamako d'avoir répondu au rendez-vous de cette émission de ce vendredi. On a fait la boucle dans la semaine. Merci à vous tous d'être restés en notre compagnie. Continuez par vous protéger en appliquant les gestes barrières et surtout en priant beaucoup.